Donc on est carrément complètement dans les temps pour ouvrir le débat et on vous passe la parole en rappelant que pour ceux qui souhaiteraient mettre par écrit, vous pouvez, que de toute manière, s'il y a beaucoup de demandes, on ne pourra peut-être pas faire passer tout le monde, qu'on va quand même jusqu'à 12h30 et donc c'est à vous d'en parler. Oui, ben, on va prendre déjà dans l'ordre ce qui arrive, allez-y. Oui. Bonjour, moi j'ai une question pour Gaëlle. En France, les médicaments sont discutés à la commission des prix. Est-ce que vous avez une action, notamment dans le cadre de l'accès aux soins pour les minorités, pour les pathologies comme Gérard a montré, hein, tout ce qui est diabète, hypertension, qui sont des traitements de soins assez coûteux, notamment pour le diabète, et difficiles pour les minorités. Donc, est-ce que vous avez une action au niveau de cette commission des prix, puisqu'en France, tout passe par là? On va peut-être prendre plusieurs questions, puis essayer de regrouper. Donc, oui. Oui, bonjour. J'ai une question pour Gérard Salem. Je souscris entièrement à ce que vous avez dit. Je suis là. Hein. Mais il y a une dimension qui, ou alors j'ai mal compris, qui peut-être me semble absente, parce que j'ai vu un côté très mécanique entre les décisions qui étaient prises par les États et les gens qui les subissaient. Et cette dimension, c'est peut-être la responsabilité individuelle de chacun. Et alors, je ne dis pas que c'est faisable et que c'est possible, mais cette dimension-là, je suis très bref, elle me semble quand même importante. Et j'ai aussi une question pour Gaël Krikorian concernant la possibilité d'agir. Est-ce qu'un État, comme par exemple l'État français, est capable à lui tout seul, c'est-à-dire sans l'Europe au minimum, d'intervenir sur la possibilité de la levée des brevets ou de modifier la politique vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique? On prend encore une dernière, puis après on fera un petit passage par la tribune. Ah oui, c'est de là-haut, donc, d'accord. Bonjour, mais moi j'ai une question pour Madame Duflot. Je suis très intéressé par la théorie du donut, que je trouve qui peut être également appliquée au droit en général. J'ai l'impression cependant que plus le temps passe, plus l'espace max, donc l'extérieur du donut, se réduit dans l'intervention vis-à-vis des problématiques de changement climatique, de biodiversité, de ressources. Et du coup, moi personnellement, je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression qu'à la fin, on arrivera dans une situation où le cercle extérieur va dépasser le cercle intérieur et on se retrouvera à devoir choisir et arbitrer sur les droits qu'on a le droit de maintenir ou de devoir arbitrer comme on peut le faire actuellement sur les libertés vis-à-vis du pass sanitaire. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite par Oxfam ou par les chercheurs sur ce domaine-là, et comment finalement on évite de tomber dans ce que beaucoup appellent une écologie punitive, ou en tout cas comment on essaye d'être plus pédagogique pour justifier la limitation dans un monde où on pense uniquement aux libertés et pas tellement aux autres droits en général. On va peut-être faire un premier élément de réponse. Oui, on vous a bien vu, donc pour après. Je vais proposer à Gaël, qui a deux questions qui la concernent, qui se rejoignent un peu, de commencer, puis peut-être Gérard, et puis enfin Cécile, pour les questions qui sont venues. Alors, sur la question de la commission des prix, est-ce qu'on a une capacité à agir? Jusqu'à présent, pas vraiment, j'ai envie de dire. Bien sûr, on parle avec des gens qui en font partie. Enfin, moi, en ce moment, je ne travaille pas dans une association, mais je conseille plusieurs associations. Il y a des interactions. Depuis le cas du Sovaldi, il y a eu beaucoup de mobilisation. L'un des gros problèmes et des gros verrous, c'est qu'en fait, ce qui se négocie avec les firmes est tenu secret et qu'il y a une clause dans les contrats selon lesquelles on ne peut pas, l'État ne peut pas le communiquer. Et là, je crois que ça paraît un détail. C'est aussi souvent présenté comme une nouvelle forme de propriété industrielle, intellectuelle, cette question du secret des affaires. Et je crois qu'il faut mesurer vraiment l'enjeu dans le domaine de la santé, mais pas que, avec cet outil qui est utilisé notamment par les très grosses firmes comme un espèce de nouveau pouvoir, en quelque sorte, pour refuser la divulgation d'informations. Donc ça vaut dans le domaine du médicament, dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'est voilà, sur les prix, on ne peut pas communiquer ce qu'on négocie. Et on l'a vu avec les contrats européens, on ne peut pas vous dire ni qui reçoit de l'argent, ni pourquoi faire, ni combien est la dose, ni rien. Donc là, il me semble qu'il y a un enjeu de mobilisation très fort,
Parce que si on accepte ces précédents-là, on se retrouve dans une situation où, comme avec la commission des prix, en fait, on ne peut même pas les aider. Enfin, moi, je suis convaincue que plus de transparence, ça voudrait dire plus de pouvoir à l'État dans les négociations, et pas l'inverse. Sur la question de l'État français et les brevets, vous voyez, par exemple, hier, on a annoncé que l'Indonésie avait fait 2 licences obligatoires sur 2 médicaments potentiellement utiles contre le Covid. L'Indonésie le fait. Donc en France, que ce soit pendant l'épisode Sovaldi, que ce soit sur des anticancéreux, jusqu'à présent, à chaque fois, on décide de ne pas utiliser des outils qu'on a dans la loi, comme par exemple la licence obligatoire, qui n'est que la possibilité pour un État qui donne un brevet de le lever à un moment donné s'il estime qu'il en a besoin. Et bon, c'est l'enjeu de la discussion à l'OMC sur cette dérogation. Bien sûr qu'on devrait lever les brevets. Lever les brevets, ça ne résout pas tous les problèmes, mais à ce stade, c'est une action indispensable, c'est un prérequis. Je crois qu'on va vers des sites... Enfin, on n'est qu'au début des crises, en quelque sorte. Donc, jusqu'à présent, le rapport de force avec l'État, ça a été qu'il a refusé d'utiliser ces outils pour ne pas fâcher les multinationales. Mais comme je le disais, je crois qu'il faut repenser le fonctionnement de cette économie. Qui est de l'économie, de l'industrie, c'est une nécessité, mais on peut faire les choses autrement. Et forcer à repenser ça, je pense que ça va passer par du conflit. Là, c'est pas possible autrement, puisque l'État, on le voit encore aujourd'hui, la démonstration Covid est flagrante. Dans la situation dans laquelle on est, et comme c'était dit tout à l'heure, la décision vient d'être prise à l'OMC de ne pas avoir la discussion, de ne pas parler de la dérogation, de renvoyer ça à plus tard, et on continue. Donc, sans mobilisation, là, je crois qu'on va pas avancer. Merci. Je voudrais juste ajouter un point de précision, puisque à plusieurs reprises, il a été question de Sovaldi. Sovaldi, qui est le nom du médicament qui agit contre l'hépatite C, pour lequel, si j'en parle, c'est que nous avons mené une campagne commune, la LDH, avec Médecins du Monde et quelques autres organisations, d'ailleurs, il y a quelques années, quand sont apparues des formes qu'évoquait un tout petit peu hier matin Sophie Crozier, de triage de patients, avant même qu'il y ait la problématique qui a alerté beaucoup de monde et parfois fait des réactions très vives de certains en disant oui, c'est absolument scandaleux, mais ça existait déjà malheureusement quand ça s'est passé pendant la pandémie avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu être soignées parce qu'il n'y avait pas les ressources nécessaires. C'était logique de s'indigner, mais on oubliait que cette campagne, qui a d'ailleurs fait qu'on a présenté ici même, lors d'une université d'automne en 2017, dans la salle voisine, l'exposition qui avait été réalisée par Médecins du Monde qui s'appelait « Le prix de la vie ». Et le prix de la vie, c'était parce que malheureusement, pour la première fois dans l'histoire, un laboratoire américain avait fixé le prix de ces médicaments, de ce fameux Sovaldi permettant de guérir de l'hépatite C, en fonction, puisque ça sauvait des vies, de ce que était estimé le prix d'une vie dans les différents pays. Et c'était pour la France fixé aux alentours d'entre 40 et 50 000 euros avant négociation, parce qu'il y a bien eu négociation, je dis ça aussi par rapport à la commission des prix, mais la ministre de l'époque a accepté dans un premier temps ce tarif absolument exorbitant qui faisait qu'un nombre très réduit de patients en France pouvaient être soignés et donc obligeait les hépatologues à choisir, à trier les patients. Je renvoie pour cela au film La Sociale de Gilles Perret, que beaucoup de sections d'ailleurs ont utilisé, dans lequel on voit l'hépatologue de Bichat qui évoque ce choix dramatique auquel elle était confrontée. Voilà, je passe la parole à Gérard dans un premier temps sur la question qui le concerne, puis à Cécile. Oui, désolé d'avoir été un petit peu caricatural, mais on avait peu de temps. Alors, Giddens, là, qui est un sociologue, parle d'effets inintentionnels de décision. Si vous prenez, comme d'autres, votre bagnole le vendredi soir, vous n'avez pas l'intention de créer des encombrements, mais ces décisions simultanées font qu'il y a des encombrements. Et je pense que c'est un petit peu la même chose. Nos gouvernants se retrouvent face à des effets inintentionnels de la crise qu'on vient de décrire, et ce qui, d'une certaine façon, est particulièrement inquiétant sur leur manque de clairvoyance. Maintenant, sur la question de la responsabilité individuelle, j'ai envie de dire deux choses qui ne sont pas contradictoires. Je crois que l'appel à la responsabilité individuelle de chacun pour, par exemple, contrôler son poids ou sa consommation de tabac,
est quelque chose qui peut être entendu, mais qui procède beaucoup d'une logique libérale de responsabilisation individuelle, alors qu'il y a une dimension sociale tout à fait importante. Ça n'est pas une somme de responsabilité individuelle que de constater que l'obésité est un problème de pauvres en France. Sauf à imaginer qu'il y a un gène de la pauvreté, on ne nous l'a pas encore sorti celui-là, mais ça pourrait bien arriver. Pour autant, on est sur un sujet que je crois extrêmement fragile, qui est entre santé, droits de l'homme et démocratie, jusqu'où on pousse le curseur. J'ai eu la chance de travailler un peu en Chine ces derniers temps, où j'ai vu un contrôle social absolument incroyable. Il y a des frigos connectés qui permettent de savoir ce que vous consommez réellement. Par le paiement par téléphone, on sait exactement ce que vous achetez, jusqu'à votre le nombre de préservatifs que vous pouvez acheter et dans quel quartier, par exemple. Et notre collègue Mamasso serait bien placé pour dire que la santé a toujours donné d'excellents alibis à des politiques ségrégatives ou stigmatisantes. La création de la Médina à Dakar était officiellement pour se préserver des épidémies de peste et des épidémies de fièvre jaune. Donc on est là sur une tension qu'il faut oser aborder, il me semble, qui est vraiment très très difficile entre nos idéaux et un certain pragmatisme et puis un détournement politique à des fins moins honorables. Donc les idéaux. Hein. Alors, ce que j'entends dans votre question, c'est deux choses. La première, c'est est-ce qu'il y a une possibilité où on s'en sort avant l'effondrement ? Ce qui est très intéressant quand même, c'est la résilience des milieux naturels, y compris. C'est-à-dire que quand des décisions fortes sont prises, il faut voir ce qui fonctionne. Je donne deux exemples. Il y a deux grands accords internationaux environnementaux qui ont existé. Quand je dis internationaux, c'est complètement mondiaux. Celui sur ce qu'on appelait le trou de la couche d'ozone, c'est-à-dire l'interdiction des PEFC, c'est ça. Ça a marché. Va savoir pourquoi ce truc a marché. Et les choses se sont améliorées plus rapidement que ce que les scientifiques disaient. Et le deuxième, c'est l'interdiction, puis le moratoire, on va dire, de la chasse au cachalot. C'était une espèce dont on pensait qu'elle était quasiment éteinte. En plus, on sait que c'est une espèce qu'on ne peut pas conserver, contrairement à d'autres en zoo, le cachalot. Et en fait, les cachalots non seulement sont sauvés, mais maintenant, il y a les premières générations de cachalots qui n'ont pas connu la chasse et qui ont retrouvé leurs habitudes de vie de cachalots d'avant. Ce qui est très intéressant, parce que, et je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Le retour de Moby Dick », d'un éthologue qui a travaillé sur les cachalots, parce que les cachalots sont aussi sociables que les humains, aussi intelligents que les humains. Et leur vie à deux cachalots, c'est de plonger dans les profondeurs pour manger du krill, et quand ils ont mangé, eh ben, ils discutent, ils jouent, ils ont des activités sociales extrêmement poussées, mais jamais ils pensent à essayer de voir comment ils pourraient sortir de l'eau, construire des bâtiments, envisager de partir dans l'espace, etc. Donc c'est une interrogation, en tout cas personnelle, que j'ai sur qu'est-ce qui fait, mais je vais enchaîner sur le deuxième point, que vous tous qui êtes présents là ce matin, en ne répondant à aucun besoin fondamental, ni vous nourrir, ni etc. Nous, les humains, on a eu cette capacité à vouloir inventer des solutions à des problèmes qu'on ne se posait même pas. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait trouvé un outil pour casser les noisettes pour manger des noisettes, mais on ne s'est pas arrêté là. On a trouvé des machines pour casser les noisettes, ensuite des machines pour mettre les noisettes cassées dans des petits sacs en plastique et d'autres machines capables de mettre les petits sacs dans des cartons, de fermer les cartons, de mettre les cartons dans des plus grands cartons, les plus grands cartons sur les palettes dans des camions, les camions qui roulent sur des routes avec des péages, puis ensuite qui arrivent dans des grands entrepôts. Ces grands entrepôts les remettent dans d'autres camions qui roulent sur d'autres routes. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'enchaîne sur la suite et sur cette question qui, moi, me taraude depuis des années, sur cette question de la contrainte, de l'écologie punitive et de l'atteinte aux libertés et du coup du pass sanitaire. Moi, je fais partie de ceux et de celles qui adorent les politiques publiques. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et j'ai adoré l'intervention de Gérard Salem. Et je crois que le pass sanitaire, enfin, je sais que vous avez beaucoup travaillé à la Ligue sur le sujet. Moi, je ne le vis pas du tout comme une atteinte aux libertés fondamentales. Je le vis comme le fait qu'on est une espèce particulière qui, y compris quand c'est bon pour elle, a besoin qu'on l'oblige. Je m'explique. Volvo invente la ceinture de sécurité 3 points. Ils se rendent compte que c'est tellement exceptionnel pour faire baisser la mortalité dans les accidents de voiture qu'ils refusent de breveter la ceinture de sécurité. Et ils la diffusent le plus largement possible. Et ça patine. C'est en option, personne ne l'achète.
pour que les gens se mettent à porter cette ceinture qui pourtant sauvait leur propre vie, il a fallu la rendre non seulement obligatoire dans l'installation des voitures, deuxièmement, la rendre obligatoire par la loi et troisièmement, vous faire payer une amende, voire enlever des points sur votre permis si vous ne portez pas la ceinture de sécurité qui vous sauve la vie. Et moi, c'est une des réflexions et beaucoup d'autres qui me font dire qu'en fait, l'être humain est, alors je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, je sais que certains ont travaillé sur le rôle du striatum dans tout ça, est un individu qui a besoin de contraintes. On a également inventé le mariage. Je ne rentre pas dans les détails, mais y compris pour gérer la relation entre deux personnes, il faut qu'on aille à la mairie ou tout ça. Et c'est marrant. Enfin, je veux dire, moi, ça ne me gêne pas qu'on ait besoin de cette contrainte. C'est ce que les Anglais expriment très bien. Il y a deux modes de contrainte. You must et you have to. You must, ça veut dire je te dis que tu dois. Je te donne l'ordre de faire. Et you have to, c'est tu dois. Parce que c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'obligation impersonnelle. Et donc, je pense que nous avons besoin collectivement de ces obligations impersonnelles, y compris dans nos changements de mode de consommation, même si, en étant tous absolument parfaits, idéaux dans nos modes de consommation, on n'atteindrait que 25% des objectifs de l'accord de Paris. 75% dépendent, c'est les chiffres de Carbone 4, de politiques publiques d'ampleur. Mais même, on a bien vu qu'on a interdit les petits sacs en plastique jetables. On a remplacé ça par des cabas. Je regarde personne ici, personnellement, je pourrais me regarder moi-même. Le nombre de cabas inutiles que vous avez achetés, parce que vous étiez parti sans. Qu'est-ce qu'il faut ? En fait, il faut qu'il n'y en ait pas du tout. Parce que s'il n'y en a pas du tout, vous ferez les 50 pas que vous avez fait en partant de chez vous, en vous disant « mince, j'ai oublié de prendre mon sac ». Et là, vous dites « bon, c'est pas grave, je prendrai un nouveau ». Et là, vous savez qu'il n'y en a pas et que le choix, c'est que vous ramenez votre salade et vos poireaux dans les bras ou de faire demi-tour. Donc nous, on a une capacité extraordinaire d'adaptation. C'est vraiment, je pense, qui spécialise l'espèce humaine. Mais pour ça, et surtout, comme diraient les mathématiciens, d'optimisation sous contrainte. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les contraintes. Et donc, moi, je n'ai pas du tout peur de dire qu'il faut qu'il y ait ces contraintes. Et ça vaut pour les entreprises. Effectivement, moi, je suis j'ai pas de problème avec les entreprises pharmaceutiques qui gagnent des milliards, 1 milliard par seconde. Je crois que c'est ça qu'on a, 1 million par seconde. C'est ça qu'on a dû calculer. Il faut que je vérifie les chiffres. C'est des chiffres Oxfam en plus. Leur but, c'est de maximiser leurs profits. Pardon, mais moi, si je suis une firme qui fait du vaccin et on me dit ton but, c'est de gagner le plus d'argent, je vends le plus cher possible à ceux qui ont le plus d'argent. Et même, soyons totalement cyniques, je ne permets pas qu'on diffuse en Afrique du Sud et ailleurs vivement qu'il y ait un variant. Toutes les firmes ont dit, nous, en 6 semaines, on vous fait le vaccin adapté aux variants. Et youpla boum, alors que j'avais vacciné tout le monde, hop, c'est reparti pour un tour. Donc, c'est hyper rationnel, leur décision. Pardon, mais il ne faut pas les accabler. Ils ont raison, on leur dit, gagne le plus d'argent. Ben voilà, en plus, si on laisse prospérer les variants et qu'à chaque fois, il faut un nouveau variant et il faut un nouveau vaccin et qu'en plus, les riches payent à chaque fois, pourvu qu'il y ait un variant tous les ans. Hein. C'est un business model parfait. Et je vais vous raconter une histoire, pour le coup, une histoire de ministre. Les fabricants et les gens qui entretenaient les ascenseurs, ils aimaient les lois sur la sécurité des ascenseurs, ceux qui imposaient à l'ensemble des copropriétés de faire tel ou tel travaux. Alors, il y avait des choses en matière de sécurité qui étaient indispensables, faire des portes pour éviter qu'on se coince les doigts, etc. Mais le système qu'on appelle je ne trouve plus le nom, mais d'alignement d'étage, ça doit être ça, qui fait que le sol de l'ascenseur est à moins de 2 mm du sol du palier de l'étage, c'est pas forcément indispensable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Éventuellement trébucher. Sinon, c'est à 2 cm près. Et donc, le rôle des politiques, et c'est là que la question se pose, c'est de savoir qui décide, c'est de dire est-ce que ça vaut le coup, la dépense, pour juste 2 cm ou pas ? Et parfois, les arbitrages, ils sont compliqués, mais souvent, ils sont plus faciles. Donc, pour vous répondre, est-ce que, et le rapport du GIEC le montre, c'est possible de limiter sous les 2 degrés ? Oui. Est-ce que pour ça, il faut des politiques qui soient décidées de manière extrêmement déterminée ? Oui aussi. Et donc, je crois en l'action collective. Et je crois surtout qu'il faut refuser à la fois le fatalisme et d'être complètement découragé. Et qu'il y a ça qui est organisé. C'est dire, non, mais laissez, c'est trop compliqué, de toute façon, ou de toute façon, c'est foutu. Quand on dit c'est trop compliqué ou c'est foutu, on provoque quelque chose, effectivement, qui est très efficace chez l'être humain, qui est le renoncement. Et donc, je pense qu'il faut continuer à redonner les clés de ce débat. C'est pour ça que je parlais du pouvoir citoyen. Et une partie de mon chemin personnel et de travailler au sein d'Oxfam, c'est justement de donner ces chiffres, de faire comprendre, de parler le plus largement pour se dire que rien de tout ça n'est une fatalité. Et que si on compare les budgets, dernier chiffre,
Et l'argent de ces milliardaires, et pardon, mais la question d'une vraie réforme fiscale et d'aller chercher l'argent où il est nécessaire. Si vous aviez économisé chacun 10 000 euros par jour depuis la Révolution française, vous auriez aujourd'hui moins de 1% de la fortune de Bernard Arnault. Moi, j'ai pas de problème avec les riches, mais ça sert à rien d'avoir autant d'argent. Je veux dire, ça sert à rien pour un individu seul. Il n'a même pas la possibilité, en changeant de maison tous les jours, il pourrait acheter la moitié. Enfin, on s'en fout, quoi. Et d'ailleurs, ils savent pas s'arrêter tout seuls. Jeff Bezos et l'autre, là, Musk, ils nous montrent bien, ils savent pas s'arrêter, c'est ce que je vous disais. Donc, il faut leur dire, maintenant, les gars, c'est fini. Voilà, tu penses que tu peux sauver la faim dans le monde si... Bah tiens, tu sais quoi, en fait, on va pas te demander ton avis, on va te prendre tes 6 milliards. Et bonne journée. Et peut-être d'ailleurs même que tu seras plus heureux parce que visiblement, ça ne les rend pas spécialement plus heureux. Mais ce discours-là, aussi simple et concret qu'il soit, il est très réaliste. Ça a été extrêmement bien dit à l'instant. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 milliards ? On peut faire plein de trucs avec 2 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le CICE ? Beaucoup de choses, et je pourrais multiplier les exemples. Simplement, on a tous indiqué à tout le monde qu'en fait, non, c'était trop compliqué, que ce n'était pas possible. Et je pense que la première chose contre laquelle nous devons agir, c'est cette espèce de poison du fatalisme que certains, et je pense de façon très délibérée, ont réussi à insuffler dans nos sociétés. Merci. On va reprendre quelques questions, quelques dernières questions, oui, là-haut. Et puis, oui. Oui, il y a deux questions. Allez-y. Alors, ma question, c'est pourquoi il me semblait que Macron avait décidé, il y a quelque temps, de militer pour la levée des brevets. Et pourquoi il est revenu là-dessus ? Qu'est-ce qu'il a fait revenu là-dessus ? Et d'autre part, pourquoi le représentant de l'Afrique du Sud ne pourrait pas participer à la conférence qui a été annulée en visio, tout simplement ? On connaît ça depuis un moment. On prend là-haut une question aussi. Monsieur, là, je crois, là-haut, qui avait demandé. Oui. Et puis, voilà, une toute dernière en bas, et on s'arrêtera là, vu l'heure, de manière à laisser quelques temps de réponse encore, et ça sera bon. Oui, bonjour. C'est la question du plafond. Et donc, la question des ressources. La société industrielle est basée sur les énergies fossiles, les métaux et le crédit. Et on prétend basculer des énergies fossiles vers le tout électrique, vers l'électricité. Mais les réserves de cuivre, c'est 35 à 45 ans. Alors, comment on va faire ? Est-ce que le fameux plafond de l'Oxfam tient compte de ces données ? Oui, voilà. Deux toutes dernières questions en bas, là, dont Benjamin Coria, qui était donc à la table ronde d'hier, de début, et on s'arrêtera là après avoir quelques réponses de tribune. Oui, merci. Non, moi, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. J'abonde dans le sens d'Esther Duflo. Il faut être capable d'imposer des contraintes. C'est Cécile, mais c'est très flatteur. Il faut être pardon, oui, Cécile. Il faut être capable. Désolé. Il faut être capable d'imposer des contraintes. Il n'y a aucun doute là-dessus, etc. Mais le propre des communs, c'est justement de dire, même si l'État fait rien, et même si l'État est dans la main des puissants, ce qui est le cas, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Bien, on peut faire des choses. Voilà. Et bon, alors, je ne veux pas rentrer sur les questions du climat, mais on peut faire des coalitions d'ONG, d'acteurs multiples, etc., et faire bouger les choses. Et en matière de médicaments, par exemple, moi, je finis de travailler avec DNDi. Ils sont en train de faire des plateformes coopératives de recherche sur le Covid, et ils vont dire « merde !» aux grandes pharma, parce qu'ils vont produire leurs propres médicaments. Alors, c'est ça la force du commun. C'est ça la force du commun. La force du commun, c'est la capacité, par exemple, de créer des plateformes coopératives ouvertes avec l'intelligence collective de tous les scientifiques qui ne veulent pas travailler pour les grandes pharma, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis pour imposer de la coercition, en particulier sur tous les abus, etc. Mais la nouveauté, c'est qu'en dehors de l'État et du marché, il y a le commun. Si on passe à côté de ça, on rate pas mal de choses. Très bien. Donc, peut-être quand même un petit complément, Gaël, là, par rapport à deux questions qui ont été posées. D'ailleurs, enfin, peut-être Cécile pourra compléter s'il n'y a pas par rapport à l'Afrique du Sud, mais aussi sur tu voulais revenir sur la question de profil.
aussi la question écrite. Ouais. Il y a une question sur comment penser que seule la régulation et la contrainte suffira à empêcher la prédation des entreprises capitalistes. Est-ce que c'est pas un peu un leurre? Et je pense que, enfin, pour moi, il y a deux éléments de réponse. Enfin, d'une part, est-ce que c'est acceptable aujourd'hui que là où l'une des façons de faire le plus de profit, ce soit des produits de santé essentiels? Est-ce qu'on a envie de continuer à faire ça? Je pense qu'il faut poser cette question et y répondre. Parce que faire des profits, c'est une chose. Vouloir toujours plus de profits, c'est une autre chose. Et faire ça avec des médicaments, c'est encore une troisième question. Donc je crois qu'on pourrait avoir cette discussion. On pourrait décider qu'on plafonne les profits dans le domaine de la santé. Et après, on peut aussi décider à qui on donne la ressource publique. Et ce que tu dis, Benjamin, pour moi, les communs, c'est très intéressant, pas seulement parce que c'est ne pas penser que seul l'État peut, mais c'est aussi se redonner une capacité en tant que citoyen de prendre part à la discussion et à la décision. Et là, c'est de ça dont il est question. Quand on déplie ce qui se passe, on voit bien que, comme je disais tout à l'heure, différents types d'acteurs sont à la manœuvre, qui font les médicaments, qui font la recherche, qui produisent, qui font les choses. La multinationale, elle contrôle le système, elle accapare les technologies et voilà. Là où on est bloqué aujourd'hui, c'est qu'au sein des États, on n'a plus la capacité à faire un certain nombre de choses parce qu'en fait, on s'est appuyé sur le conseil de l'industrie pendant 30 ans. Et d'ailleurs, moi, une partie de mon travail aujourd'hui, c'est de conseiller des États riches qui n'ont plus cette expertise dans leur cabinet et qui, du coup, sont en train de se dire ça va pas, on sait même pas... en fait, si on demande aux autres de répondre à la question, ils vont nous répéter ce qu'ils nous ont dit depuis 30 ans. Or là, on voit bien qu'on va un peu dans le mur. Comment on fait? Ceci dit, je ne conseille pas la France, par exemple, et je ne pense pas que Macron ait jamais voulu lever le brevet jusqu'ici. Je ne suis pas sûre pour ce qui est de Biden qu'il le souhaitait vraiment. Je pense que c'était très facile de faire cette déclaration-là en avril l'année dernière pour reporter le blâme sur l'Europe, ce qui a merveilleusement bien fonctionné, puisque Macron, comme souvent, a dit et d'un côté c'est un bien public et de l'autre on va leur donner tous les monopoles. Donc à partir de ce moment-là, ça n'est pas un bien public tout simplement, et qu'il n'y a aucune action d'ampleur qui a été faite pour, même pas d'ampleur, aucune action n'a été faite pour lever ces brevets. On a laissé moisir la question à l'OMC, ne pas faire venir, dire aux Sud-Africains qu'ils n'ont qu'à faire de la visio, c'est bien gentil, mais une négociation internationale, c'est dans des couloirs autour d'une table, on discute sur un bout de papier, le texte, changer le mot, remettre le mot, ça se fait pas à distance. Dire on va mettre tous les Européens dans la salle et puis les Sud-Africains, ils ont qu'à se connecter. Non, je suis désolée, ça ne marchera pas. Il y a déjà tellement de déséquilibre dans les négociations. Et ça, c'est un autre point fort avec cette épidémie, pour moi, il me semble, c'est cette question de la solidarité. Alors évidemment, on peut se dire, bien sûr qu'on est, on est en dessous de tout en termes de solidarité, ça, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, il faudrait peut-être se rendre compte que ce qui se joue en ce moment, c'est même pas une question de solidarité, en fait. Parce que comme c'était dit tout à l'heure, une des choses fascinantes de la pandémie, c'est qu'on s'est retrouvés à un moment donné dans un destin commun. Aujourd'hui, on s'imagine que ça va être bon pour nous. Là, on est en train de ce week-end se dire, en fait, peut-être pas complètement. On est dans un destin commun. Et ce destin commun, ça veut dire comment est-ce que, et avec DNDi et d'autres, comment est-ce qu'on développe, fait la recherche, produit les trucs dont on a besoin, et comment on donne accès à l'ensemble des personnes qui en ont besoin. Et en effet, on peut le faire. Mais il va falloir rentrer dans un conflit avec nos États pour qu'ils changent leurs pratiques aussi. Voilà. Bien, on vous remercie d'être resté malgré l'estomac qui commençait peut-être à crier. C'est l'heure d'arrêter. On vous donne comme rendez-vous 14h, c'est-à-dire on reprend à 14h quand même comme prévu.